Bienvenue à cette deuxième journée du Lab créatique dans le Charlevoix. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir deux panels qui vont aborder des thématiques très inspirantes pour la communauté charlevoisienne. Le titre de la soirée, si vous voulez, c'est « Converger vers des projets inspirants ». Et je vous assure, les 6 projets dont on va parler aujourd'hui sont terriblement inspirants. Et mon défi, ça va être de faire en sorte qu'on puisse contenir ça en 2 panels de 1 heure. Alors, j'ai confiance. Alors, je m'appelle Luc Audebran, je serai votre animateur, professeur à l'Université Laval, qui s'intéresse depuis très longtemps à l'économie sociale. Et donc, ça va être 6 panélistes qui vont nous parler de ça sous différents angles. Mais avant, on a le plaisir, l'honneur et le privilège de recevoir la directrice générale de la Chambre de commerce du Grand Charlevoix, Mme Joanne Côté, qui va venir nous dire... Elle va nous parler des enjeux que vit le Charlevoix, la belle région charlevoisienne. Et je lui cède la parole, Mme Côté. Alors, effectivement, on m'a demandé de venir vous parler des grands enjeux du territoire de Charlevoix. J'espère qu'il n'y a pas que des gens de Charlevoix dans la salle, parce que je ne vous apprendrai pas grand-chose, probablement, mais pour tous les autres, je pense que vous allez découvrir un beau territoire. Mais évidemment, comme tous les territoires, on a des défis, on a des enjeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le territoire en 6 grands constats. Théoriquement, je devais vous mettre des belles images à l'écran, mais vous allez être obligé de me regarder pour les 6 grands constats. Chacun de ces constats-là amène des enjeux, bien évidemment. Et chacun de ces enjeux-là, pour moi, ça c'est important qu'on regarde cet aspect-là, c'est que chacun des enjeux qui nous semblent des grandes problématiques pour Charlevoix amène également des grandes opportunités. Et vous autres qui êtes là, dans le Lab créatique, votre rôle, c'est un peu ça, de prendre ces opportunités-là et de jongler avec. Alors, j'espère que ça va être inspirant pour vous, ces grands enjeux de notre région. Premier grand enjeu, mais le premier grand constat. Charlevoix, c'est grand. Puis on n'a tellement pas idée à quel point c'est grand parce que, je vais vous donner une image, là, je vais vous faire une espèce de portrait. Prenez les 5 plus grandes villes du Québec, Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières et Saguenay. Vous collez tout ça ensemble, puis ça fait un territoire de 2000 km². Charlevoix, on a 6000 km² de territoire. Dans les 5 plus grandes villes du Québec, il y a 2 800 000 personnes qui vivent là. Dans notre Charlevoix, qui est 3 fois plus grand que ça, on a 28 700 personnes qui vivent dans Charlevoix. Alors, c'est un immense territoire avec très peu de gens dessus. Évidemment, ça amène des enjeux. Et un des premiers enjeux qu'on a, là, il fallait que je change ma diapo. C'est qu'on a un enjeu de mobilité. Notre mobilité dans Charlevoix, elle est axée sur le déplacement solo. Presque tout le monde a une voiture. Beaucoup de familles ont 2 voitures. C'est extrêmement difficile de faire du transport collectif. On est en train d'en structurer un réseau, mais on sait déjà que ça va être difficile, qu'il ne sera pas parfait, qu'il ne répondra pas à tous les besoins. Donc, c'est extrêmement particulier, cette habitude-là que nous avons. Et ça rend dans tous les projets le coût des déplacements extrêmement élevé. Pas juste parce que l'essence est chère, mais parce qu'il faut toujours prévoir dans les projets le temps de déplacement. Si vous avez un projet où vous faites du service, par exemple, à domicile, bien, tout ce temps-là doit se répercuter sur les prix de vos produits. Ça devient extrêmement difficile de gérer une entreprise comme celle-là. Puis les enjeux dont je vous parle, c'est autant pour de l'entreprise privée que de l'entreprise à caractère social, comme celle dont on parle pendant le Lab créatique. Alors ça, c'est un des premiers enjeux qu'on a. Par contre,
Ce que ça amène comme opportunité, c'est qu'on n'a rien de fait au niveau du déplacement. On a des possibilités extraordinaires d'organiser le déplacement autrement. Outre la mobilité collective, la Corporation de la mobilité collective dans Charlevoix, il n'y a personne qui a développé des projets pour faire, par exemple, de l'autopartage, que ce soit à titre de projet ou que ce soit à titre d'individu, de dire, parfait, moi, je me pars une page Facebook, puis je laisse mon auto dans le cours, puis je la prête à tout le monde, ou je la loue à tout le monde, pour que l'utilisation des voitures, fait que tout ça, c'est des projets qui pourraient être des projets en émergence dans Charlevoix. Deuxième grand constat. On a une très faible population, je l'ai dit tout à l'heure, on a 28 700 personnes. Ça amène quoi comme grand défi? Ça amène que les enjeux d'abord, il y a un coût élevé au niveau des infrastructures qui fait en sorte qu'on est très peu à payer pour les infrastructures. Mais au-delà de ça, ça fait en sorte aussi qu'on est très éparpillé sur le territoire. On a encore dans Charlevoix des zones où il n'y a pas de l'Internet à haute vitesse. On a encore des zones dans Charlevoix où on parle au téléphone, puis tout à coup, on fait « Ah, il n'y a plus de téléphone, on n'est plus là. » Alors, donc, c'est assez... Ça me fait rire parce qu'avant hier, c'est une petite anecdote, là, ça va prendre 2 minutes de plus. Hier, je parlais avec quelqu'un à mon cellulaire, puis la personne, elle entendait mal, fait qu'elle me dit « Ah, c'est pas long, je vais me rapprocher d'une fenêtre. » On est encore là dans Charlevoix, se rapprocher des fenêtres pour être capable de parler. Mais ce n'est pas partout comme ça, mais ça amène quand même un enjeu pour nous. Et justement parce qu'on est peu nombreux, bien, on est peu attractif pour les entreprises privées qui vont développer le territoire au niveau de venir installer les trois dernières maisons au niveau de la haute vitesse, parce que ça va leur coûter une fortune pour une facture de 50 $ par mois. Alors, c'est clair que ça, c'est un enjeu pour nous, et Mme Simard, entre autres, s'est débattue et se débat encore pour faire avancer ce projet-là. De l'autre côté, on a un poids politique aussi qui est relativement faible, puis ça, il ne faut pas le perdre de vue. On a 2 MRC d'une douzaine de mille chacun d'habitants, et on est perdu dans une grande région qui est celle de la capitale nationale. Au niveau de la capitale nationale, on représente moins de 4 % de la population. Donc, c'est important qu'on ait une députation qui soit extrêmement forte, quelqu'un qui a de la pogne puis qui a des dents, comme on avait notre député, parce que sinon, c'est clair qu'on va passer inaperçu ou presque dans ce réseau-là. Mais on a quand même la chance, on n'est pas nombreux, puis ça fait que le matin, quand on se lève, on regarde les paysages, puis c'est tellement merveilleux. On a un ami d'ailleurs, Rémi de l'Auberge des Balcons, qui presque à tous les matins nous met des photos de son lever de soleil, de ses marches dans le champ où il n'y a jamais personne. Alors ça, c'est quand même une belle avenue. Juste par l'installation, ça va me prendre au moins 1 minute de plus, je suis désolée. Troisième grand constat, la population est âgée. Je ne ferai pas de blague sur mon âge. Là, quand je dis ça, là, la population est âgée, c'est pas parce que je veux dire qu'il y a juste des vieux dans Charlevoix, loin de là. Par contre, la population du Québec, il y a 20 % de la population du Québec qui a 65 % et plus. Dans Charlevoix, c'est 31 % de notre population qui a 65 ans et plus. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on a la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit à l'heure actuelle, qui est un de nos grands enjeux. Bien, elle est exacerbée par ce phénomène-là qui est celui d'une population qui est vieillissante, en plus d'être une population qui diminue avec le temps. Mais aussi, c'est que parce qu'on a une population relativement âgée, qu'on a eu peu de familles qui sont venues dans Charlevoix jusqu'à il y a 2 ans, bien, on a un réseau de la petite enfance qui n'est pas réellement adapté aux besoins actuels. En ce moment, si vous voyez sur les réseaux sociaux, vous allez voir tout le temps des familles qui cherchent éperdument des gardiennes, des endroits pour que leurs enfants puissent grandir alors qu'eux ont besoin d'aller travailler. Alors ça, c'est un autre des grands enjeux qu'on a à vivre dans notre Charlevoix. Par contre, imaginez ce que ça nous donne comme possibilité de créer des nouveaux modèles pour justement d'élever nos enfants différemment, de les amener dans des garderies qui sont un peu différentes et possiblement même des garderies avec des horaires atypiques, puisqu'on sait que dans Charlevoix, on a à peu près pas loin de 50 % de nos entreprises qui vivent plus ou moins proches du tourisme. Donc, on arrive à des périodes avec des gros pics,
Puis il y a des gens qui travaillent la fin de semaine, il y a des gens qui travaillent le soir. Donc, si papa et maman travaillent à des horaires atypiques, bien, ça prend des outils puis des services autour. Fait que je pense qu'encore là, il y a beaucoup d'opportunités qui sont liées directement à nos pénuries, entre guillemets. Il y a également la possibilité, puisqu'on a une population vieillissante, puisqu'on a surtout une grande pénurie de main-d'œuvre, il y a la possibilité aussi de penser à l'intelligence artificielle. Il n'y en a pas, il n'y a personne qui parle de ce mot-là, je pense même encore dans Charlevoix, et il y a tout ce pan-là de l'économie qui serait très intéressant de développer parce que la pénurie de main-d'œuvre est là pour les 10 prochaines années. Ça ne nous plaît pas de dire ça, mais c'est ça la réalité. Alors, il faut à tout prix qu'on trouve des moyens de penser en dehors de la boîte pour faire en sorte qu'on puisse demain avoir une société qui soit vivante. Attendez. L'autre affaire, un autre grand constat, les logements. Le logement est très rare. Je sais que ceux qui viennent développer des projets en fin de semaine, là, puis ils vont tomber en amour avec Charlevoix, puis ils vont vouloir revenir ici, préparez-vous à chercher un petit peu longtemps parce que les maisons sont rares. Les logements sont encore plus rares. Le logement du type locatif est encore plus rare. On a la chance, par exemple, que nos maisons sont beaucoup moins chères qu'ailleurs, quand vous en trouvez une. Sont encore, je devrais dire, moins chères qu'ailleurs. Vous allez trouver une maison dans Charlevoix pour un prix moyen d'à peu près 197 000 $. C'est 80 000 de moins qu'à Québec, puis c'est quelque part comme pas loin de 400 000 de moins que le prix moyen d'une maison à Montréal. Alors, c'est clair que vous allez avoir une possibilité, à partir du moment où vous trouvez un logement, de pouvoir bien vous installer dans la région, mais effectivement, il y a cette rareté-là sur le territoire. Par contre, puis je pense que ce soir, on va en parler, je ne suis pas certaine, je ne suis pas dans le secret des dieux. Par contre, ça amène une ouverture extraordinaire pour penser l'habitation différemment. On en est là, je pense qu'il faut ouvrir nos esprits à ce qu'on développe la maison autrement que papa, maman, les enfants, autrement que salon, cuisine, salle à manger, tout le monde a sa laveuse, tout le monde a sa sécheuse, tout le monde a sa tondeuse. Il serait temps qu'on commence à penser à de la mutualisation, qu'on commence à penser différemment en dehors de la boîte. Et c'est des labs créatiques comme ça qui peuvent possiblement nous amener une étape plus loin dans la solution de cette problématique-là, parce qu'on le sait, là, le territoire, ce n'est pas ça le problème, on a de l'espace. Dernier grand constat. On vit sur une réserve habitée de la biosphère. C'est une des rares au monde qui est habitée et on a la chance de vivre là-dedans. Ça n'amène pas d'enjeu particulier, mais ça amène un devoir. Et le devoir que ça amène, c'est celui que chacun des projets qu'on va penser, chaque nouveauté, chaque nouveau service qu'on met sur le territoire doit être dans une pensée de développement durable. Et on se doit aussi de nommer, de dire aux gens, quand ce n'est pas dans cet esprit-là, de faire toc, 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 excusez, des petites copes jetables, là, on n'a plus le droit de ça. Alors, je vois ma collègue, parce qu'hier, on a vécu ça, mais je ne dirai pas où. Alors, tout ça pour dire qu'on a des opportunités extraordinaires sur le territoire pour grandir. Alors, si je résume vite, parce qu'ils vont me dire là, que j'ai pris plus de temps, nos grands enjeux, mobilité, pénurie de main-d'œuvre, population vieillissante qui accroît le problème de main-d'œuvre, de pénurie de main-d'œuvre, le réseau cellulaire, une économie qui est basée beaucoup sur le saisonnier et sur les secteurs traditionnels, une pénurie de logements locatifs et de maisons à prix abordables et peu de services à la petite enfance. Alors, pour le reste, on a tout ce qu'il faut parce qu'on vit sur le plus beau des territoires, on vit dans un paysage magnifique. Alors, je vous invite à réfléchir à tout ça pendant le week-end, à monter des projets les plus extraordinaires, puis surtout, à venir nous rejoindre. Vous ne le regretterez pas.
Merci beaucoup, Madame Côté. C'est très enrichissant. Je suis vraiment content d'avoir fait votre connaissance grâce à ça. C'est vraiment intéressant. C'est des beaux projets, des beaux défis, hein, donc des beaux projets pour la suite des choses. Avant de commencer d'accueillir nos premiers panélistes, j'ai eu 2 petits messages à vous faire. Le premier message, c'est de Pierre qui nous dit que après les panels, vous allez avoir des questions. Il va y avoir un debriefing. Puis Pierre m'a dit que le debriefing, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aller parler avec nos panélistes, leur poser des questions plus pointues. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas après ça à rester. On peut rester jusqu'à 4 heures du matin, à peu près, là, au moins. Puis tous nos panélistes sont là au moins jusqu'à 4 heures. Hein? C'est ça, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, et le deuxième message, c'est de Mylène Armstrong de MRC de Charlevoix qui m'a dit « Éteignez vos cellulaires si vous ne l'avez pas fait. » Donc, j'aimerais que nos 3 premiers panélistes viennent s'installer près de moi, s'il vous plaît. Et nos 3 premiers panélistes, je vais les nommer, c'est Thomas Boisvert-Saint-Arnaud, Maryse Godard et Gaston Michaud. Je les ai laissés s'installer comme ils le désiraient. Donc, notre premier panel, je vous dis, on a deux panels fichtrement intéressants. Notre premier panel s'intitule « L'habitation se réinvente au service du collectif ». Et comme le disait Mme Côté, le logement, l'habitation, c'est un enjeu incroyable dans Charlevoix. Et on a 3 beaux exemples. Donc, je vais vous nommer les personnes, mais je vais après ça les laisser se présenter un peu plus en profondeur, avec plus de... Alors, parce qu'ils ont tellement de choses à nous raconter. Puis, malheureusement, on n'aura pas le temps de dire autant qu'on voudrait sur chacun de leurs projets. Donc, ici, à côté de moi, il y a Thomas Boisvert-Saint-Arnaud, qui est responsable du développement et membre fondateur de la coopérative Dorimène. Et Dorimène, vous savez tous et toutes qui est Dorimène? Tout le monde connaît Dorimène. Dorimène, c'est Dorimène Desjardins. C'est la conjointe d'Alphonse Desjardins. Et sans qui le mouvement Desjardins, sans qui les caisses n'auraient jamais pu exister. Et c'est pour ça que maintenant, on reconnaît que les fondateurs du mouvement Desjardins, de Desjardins, c'est Alphonse et Dorimène, et pas juste Alphonse. Alors, c'est très important. À côté de Thomas, j'ai Maryse Godard, qui est chargée de projet à la Fédération des coopératives d'habitation de l'Estrie, qui a gentiment accepté, presque à la dernière minute, de remplacer la personne qui devait venir, qui a été victime d'un certain virus qu'on ne peut pas nommer ce soir. Et donc, merci beaucoup à Maryse d'être avec nous pour nous parler de votre projet. Et le dernier, mais non le moindre, c'est M. Gaston Michaud, qui est fondateur et toujours membre de soutien, si je ne m'abuse, de la coopérative de solidarité La Brunante à Racine, qui est un village, c'est pas en Estrie, hein, c'est en Estrie? Je pensais que c'était à la limite avec la Montérégie, en Estrie, excusez-moi. Et donc chacun d'eux et d'elles ont vraiment des super projets. Donc, je vais commencer avec une question toute simple. On va commencer avec toi, Thomas. En gros, de quel rêve ou de quel besoin est né le projet? Donc, peux-tu me décrire ton projet et nous dire à tout le monde de quel rêve, de quel besoin il est né? OK. Donc, test. Tout le monde m'entend dans la salle? Super. Très simplement, le Dorimène Coop d'habitation, c'est une coop d'habitation. C'est 16 unités d'habitation dans un quartier central de la ville de Québec. Et puis, c'est aussi pour acquérir le terrain puis développer une fiducie foncière communautaire, dont j'espère on aura la chance de parler ensemble après le panel. Pardon. Et puis c'est parti de quoi? Bien, on le décrira plus en profondeur. Il y a plusieurs caractéristiques
Comme il y a 8 ménages vulnérables qui vont vivre avec nous, il va y avoir une ferme au sous-sol qui va servir à la fois à nourrir une partie du quartier, mais aussi à chauffer les bâtiments. Et il va y avoir la fiducie foncière qui existe, qui a déjà acquis ce terrain-là, qui va servir aussi à acquérir d'autres terrains à travers le territoire pour voir d'autres projets communautaires émerger. C'est quoi le rêve un peu initialement qui est parti de tout ça? Bien, premièrement, c'est un projet collectif. Là. Il n'y a pas des héros en avant qui brandissent un drapeau. C'est des petits efforts collectifs de tous les jours. C'est des rencontres le soir. C'est beaucoup de jus de bras et d'exploration. Dans notre cas, beaucoup d'argent investi de la communauté, donc les économies de tous les membres qui ont pris un risque. Juste mentionner ça. Puis je pense, là, j'ai essayé de me faire porte-parole du groupe. C'est quoi le rêve? C'est qu'on voyait nos quartiers perdre le contrôle de nos quartiers. Donc, c'est plus une problématique de nature urbaine, mais on voyait des promoteurs acheter des maisons, on voyait nos quartiers qu'on aimait parce qu'ils étaient très diversifiés, qu'il y avait une histoire, qu'il y a des gens qui l'habitaient, qui le circulaient. Puis là, tout ça était tassé, puis on n'avait pas du tout de contrôle, on n'avait pas les fonds. Puis on n'avait pas nécessairement les leviers avec les programmes qui existaient d'habitation alors qui étaient comme Accès Logis. Donc, on voyait tout ça se transformer, puis on désirait rester dans ce quartier-là, puis pas faire partie du problème en achetant une maison, mais bien créer quelque chose de plus structurant, se donner la chance de continuer quelque chose, un rêve plus collectif. À peu près comme ça. Ça fait un peu église avec toutes les... Merveilleux. On dirait que tu es né pour parler de ce projet-là. Merci beaucoup, Thomas. Il y a beaucoup de questions sur lesquelles on va revenir un peu plus tard. Arise. La même question, j'imagine. Oui, la même question. Quel est le projet et quel est le rêve ou le besoin, ou les deux, évidemment, c'est ça, qui est né, qui est avec le projet que tu vas nous présenter aujourd'hui? En fait, pour nous, ça commence en 2012. Ça commence avec l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui a décrété, vous me permettrez de faire référence à mes feuilles, 2012 comme étant l'année internationale des coopératives. Donc, pas seulement des coopératives d'habitation, des coopératives d'économie sociale, mais vraiment de toutes les coopératives. Et l'Alliance coopérative internationale, elle, a sollicité une étude sur l'habitation spécifiquement. Et de cette étude est sorti un fait, c'est qu'en Suisse, au Danemark, en Égypte, en Turquie, eux, ils ont des coopératives d'habitation à hauteur de 20 à 40 des habitations sont coop. Au Canada, on est à 1 au Québec à 2 puis nous, en Estrie, on est spécial, on est à 3 Ce qui est ressorti de cette étude-là, c'est que c'est un hybride un peu entre les condominiums traditionnels et la coopérative. Et de ça, on a fait naître la coopérative à capitalisation individuelle, qui est vraiment à mi-chemin. Donc, ce sont des coopératives de propriétaires, donc qui ont un actif et quand même sont membres de la coopérative. Puis j'ai amené plein de beaux éléments qui vont vous permettre de comprendre ça tout à l'heure. Oui, les objectifs. Donc, de ça a été, donc on a déjà la Confédération québécoise des coopératives d'habitation a fait naître ce qui s'appelle maintenant la Fondation ou le FCAP, qui veut dire Fonds Coop Accès Proprio. Et eux, leurs objectifs, c'est vraiment de permettre l'accès à la propriété pour faire monter justement le taux de propriétaires, parce qu'ici, au Canada et au Québec, on est vraiment en deçà des moyennes là, mondiales et même du Canada. Là, on est vraiment en bas de ça. Fait que leur premier objectif, c'est vraiment de permettre l'accès à la propriété, de faire une réduction sur le taux d'endettement des ménages. Puis, ils font ça en permettant justement l'accès à la propriété à 25 % en bas du coût du marché. Fait que là, vous allez me dire comment on fait ça. C'est que, dans le fond, la Fondation, sa mission, c'est de mettre ce 25 % et de permettre non seulement à la première génération, mais à toutes celles à venir de bénéficier de ce 25 %-là. Ça aussi, c'est un beau projet. Et je vois que tu as avec toi des petits outils pour nous présenter ça. On va y revenir dans quelques instants parce que je ne suis pas sûr d'avoir tout compris.
Je pense qu'il va me prendre un deuxième doctorat. Troisième, et non le moindre, Gaston Michaud, qui va nous parler de la coopérative La Brunante. Alors, quelle est votre coopérative et d'où vient-elle? La coopérative de La Brunante, c'est une coopérative d'aînés de 75 ans et plus dans le volet 3 de la SHQ. Alors, il faut préciser. Racine, c'est un petit village de 1000 personnes qui est parmi les derniers fondés en Estrie parce qu'on est au bout du développement francophone de Saint-Jean et d'Iberville qui arrivait et on s'est confronté tout de suite avec la population qui arrivait des États-Unis, les Anglais, dans les années 2006. Et comme les gens étaient très pauvres, que les terres n'étaient pas bonnes, les gens ont développé une entraide de nécessité de survie. Alors, l'entraide, elle est à l'origine de la survie de la population de Racine. Et à un moment donné, pour des raisons que je vais vous expliquer, comme les gens aimaient vivre dans leur milieu malgré la pauvreté, mais avec l'entraide et les relations bonnes qu'il y avait là, ils se sont dit qu'ils voulaient vieillir là et tout. Alors, ils ont voulu construire une maison d'aînés pour vieillir dans leur village. Et dans le fond, c'est pourquoi le titre de la maison, le leadership, c'est « On ne transplante pas un vieil arbre ». C'est le mot leader de La Brunante. Et ce qui s'est passé, on a eu beaucoup de misère. Parce qu'on avait bien défini qu'est-ce qu'on voulait comme coopérative d'aînés, mais au gouvernement et partout ailleurs, on nous donnait des tapes dans le dos. Vous avez un beau projet, mais on ne correspondait jamais au programme. Alors, on n'avait jamais l'argent. Ça fait que ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris 6 ans avant d'obtenir ce qu'on voulait. Il y a un signe là que je ne sais pas quoi. Je pense qu'elle prend des photos. Pardon? Elle prend des photos. OK, parfait. Je pensais qu'elle voulait déjà m'arrêter. C'est ça. Non, mais je veux dire, on a des innovations majeures reconnues partout comme... C'est pour ça que, dans le fond, ça a évolué beaucoup, puis qu'on a obtenu la permission de bâtir La Brunante. Première innovation importante, c'est que on a voulu faire une coopérative. Mais il n'y avait pas de coopérative pour les 75 ans et plus. Ils étaient trop vieux. Ils étaient trop vieux. Et nous, on se disait, non, on n'est pas trop vieux. C'est pas parce qu'on a 75 ans et plus là, on doit se faire bosser par les autres tout le temps. Alors, on a voulu une coopérative. Deuxièmement, on a voulu une coopérative de solidarité. Ça non plus, ça n'existait pas parce qu'il n'y avait pas de coopérative de solidarité dans les coopératives d'habitation. Ça n'existait pas. Alors, on s'est débattu pour que le village soit un acteur permanent des membres de soutien dans la coopérative La Brunante, pour des raisons que je pourrais vous expliquer éventuellement. Puis, la troisième innovation, c'était une maison liée à un milieu, à un village. Donc, les gens qui vivaient dans la population pouvaient demeurer dans leur village. Et c'est pourquoi on a employé comme leader idéologique, on ne transplante pas un vieil arbre. Si on coupe un sapin, il est beau, on le décore, mais il est mort. Alors donc, on ne voulait pas que les gens de nos villages se fassent domper en ville. J'arrête. Vous avez déjà répondu à mes 3 questions, Gaston. Ça n'a pas de bon sens. Non, il y en a en masse à dire. Alors là, on comprend un peu l'ampleur des projets. Là, on va essayer de prendre quelques temps pour bien expliquer chacun d'eux, parce que je pense que c'est important, puis moi, je suis le premier à vouloir en savoir plus. Et on va commencer par Maryse. Alors, Maryse, là, peux-tu nous expliquer, puis là, il y a Thomas qui va t'aider, qui va pouvoir peut-être tenir ton micro, je ne sais pas comment ça va fonctionner, mais nous expliquer... Il n'y a pas besoin. Elle va nous expliquer c'est quoi une coopérative de propriétaires, puis en quoi c'est innovant, en quoi c'est vraiment innovant la coopérative de propriétaires, et que ça pourrait être utile pour les gens de Charlevoix, mais aussi pour les autres. Bien, je vais commencer par le début. En quoi c'est innovant? C'est les premières coopératives de propriétaires au Canada. Fait que c'est assez innovant.
Je peux vous dire que le chemin n'est pas fait, que tout est à faire, que ça n'a jamais même été pensé, un petit peu à l'image d'une des coops de solidarité que M. Michaud parlait. Ça n'a jamais été pensé seulement, fait que tout est vraiment à faire. Maintenant, Thomas, il tient des crayons pour moi. J'ai 3 crayons pour vous expliquer qu'on fait un démembrement de propriété. Quand on achète une propriété, normalement, on achète l'ensemble. On achète l'usus, le fructus et l'abusus. On est dans une église, j'espère que tout le monde est à l'aise avec son latin. L'usus, c'est le droit d'usage. Alors, quand on est propriétaire, mais également quand on est locataire, on a le droit d'utiliser un espace. Ça, c'est l'usus. Le fructus, c'est les fruits. Si je le loue, si je le vends, si j'en dispose, si n'importe quoi, j'utilise les fruits. Si je perds des sous avec, c'est les fruits, c'est moi qui est responsable de ça. L'abusus, c'est le droit de modifier l'usage. C'est-à-dire, si je veux en faire un salon de coiffure, un salon de tatou, si je veux en faire un commerce, c'est l'abusus. Donc, quand on achète une maison, une copropriété, n'importe quoi, on achète les 3. Les coops de propriétaires, nous, ce qu'on vend, on vend que l'usufruit. L'abusus, le droit de modifier l'usage, appartient à la coop. Jusque-là, tout le monde me suit, hein? Merci, hey, je suis bonne aujourd'hui. Et j'ai des bons élèves. Maintenant, si on continue, merci. Quand j'achète une propriété, vous êtes d'accord que j'achète l'ensemble? Si je me lève, est-ce que ça va être plus facile? C'est beau? OK. Donc, quand j'achète l'ensemble. J'achète un terrain avec une propriété. Quand on achète une coop de propriétaires, le terrain, il appartient à la fondation, le FCAP que je parlais tout à l'heure. Merci. Dessus, je vais mettre un cube d'air que je vais vendre à ma coop. Comme fondation, elle me vend un cube d'air comme coop. La coop, elle construit un bâtiment à l'intérieur du cube d'air que j'ai créé. À l'intérieur de mon cube d'air, j'ai mes condos qui appartiennent à mes propriétaires. Fait que là, je refais l'inverse, OK? J'ai mes condos dans le bâtiment qui appartient à la coop à l'intérieur de mon cube d'air qui est sur le terrain de la fondation. Et donc, l'innovation, dans ce cas-là, c'est... L'innovation, dans ce cas-là, c'est vraiment le démembrement de propriété. Donc, puis là, dites-le pas au gouvernement parce qu'il ne sait pas, là, c'est pas taxable, cet élément-là. Parce qu'il ne sait pas comment faire ça, du taxer quelque chose qui est tout en morceaux. Fait que ça, c'est la première chose, on n'en parle pas. C'est sur Facebook Live, mais ça ne sera pas là. Okay? Il ne saura jamais, le gouvernement. Fait que pour l'instant, on en profite, donc c'est non taxable. Fait que ça aussi, tu sais, quand je disais tout est à créer, je pense que c'est pas juste pour nous. Mais malheureusement, je pense que ça va nous rattraper à un moment donné. Fait que ça, c'est une des premières innovations. Tout le financement aussi qui est autour de ça, c'est une première parce que le gouvernement, les institutions financières, ils ne savent pas comment financer ça de l'usufruit. Fait que la première étape, ça a été de pouvoir avoir des gens qui auraient accès à l'usufruit. Fait qu'il a fallu s'asseoir avec une institution financière. On est allé vers quelque chose de plus easy, comme Desjardins, qui est également une coopérative. Fait qu'on a eu beaucoup de chance. On s'est tourné vers eux pour développer avec eux cet accès-là à l'usufruit. On est donc dans des projets pilotes et on essaie avec Desjardins. Bien, dans le fond, les membres sont à l'essai avec Desjardins pour qu'eux apprennent aussi comment ça fonctionne de l'usufruit. Si j'ai un membre qui ne paye pas, il arrive quoi? Comment je peux saisir? Qu'est-ce que j'ai comme garantie? Qu'est-ce que j'ai? Fait que c'est tout ça aussi qui a été à créer au niveau des institutions financières. Au niveau du juridique, ça n'existe pas
Alors, quand je viens pour passer chez le notaire pour ça, là, le notaire, il faut qu'il décrive quelque chose. Il décrit ça comment? Fait que tout est à penser. Ça n'existe pas. Fait qu'il faut l'expliquer au notaire. Il faut premièrement l'expliquer au notaire, que le notaire l'écrive, que notre notaire puisse l'expliquer à des gens pour que ces gens-là soient à l'aise aussi de dire, OK, c'est comme ça que ça marche. Ça veut dire que je m'engage aussi à remettre, parce qu'évidemment, à la fin, à un moment donné, il y a également une partie de l'usufruit qui est remis à la fondation, à la coopérative et aux membres. Fait que c'est aussi le partage de la plus-value. Fait que c'est tous ces éléments-là aussi qui sont très novateurs. Est-ce que vous apportez votre petit truc quand vous allez chez le notaire pour leur montrer les crayons et tout? Les crayons, ça a été utilisé même avec le premier ministre par la personne que je remplace, puis il est très fier de dire que quand ils se rencontrent, ils savent de quoi ils parlent avec les crayons. Les petits crayons. C'est génial. Merci beaucoup, on va y revenir. Thomas, toi, dans ton projet, la principale innovation, c'est quoi? Puis peux-tu nous la décrire un peu pour qu'on puisse comprendre? Il y a la fiducie foncière communautaire. Tout le monde connaît ça, hein? On parle de ça au déjeuner. Oui, OK, parfait. Il y en a qui comprennent ça, mais peux-tu nous expliquer c'est quoi? Puis pourquoi il a fallu que tu intègres ça à ton projet pour lui donner l'ampleur que tu voulais lui donner? Parfait. Donc, il y a un peu de démembrement de propriété aussi dans la fiducie foncière. C'est le même principe, mais on pourrait dire qu'il y a 2 crayons plutôt que 3. Est-ce que, oui? OK, ça va jusqu'à maintenant. Ça fait que c'est l'idée de séparer une fiducie foncière communautaire. C'est un instrument dont s'est doté des communautés, notamment aux États-Unis, au 20e siècle, notamment pour acquérir des terres agricoles pour des fermiers afro-américains qui n'avaient pas le droit de devenir propriétaires, puis ensuite dans les villes pour acquérir des terrains pour pouvoir construire puis consolider, donner du logement à des personnes plus vulnérables. Il y a eu beaucoup d'itérations de ça à travers l'histoire partout dans le monde, mais c'est l'idée d'acquérir un terrain puis d'avoir un bail amphithéotique, un bail qui dure 99 ans si on veut, qui donne accès un peu à construire un bâtiment, mais sans être propriétaire du fonds de terrain. Pourquoi on utilise cette innovation-là? Bien, la raison est simple et très technique. Au début, on voulait faire une coop d'habitation bien simple. C'est un très beau modèle qui est très puissant, qui fonctionne encore bien, mais qui a un problème au niveau du financement. Puis là, on s'est dit, c'est pas grave, nous, on est 8 ménages qui ont des sous sur 16. On va le financer de notre poche pour offrir du logement à des personnes plus vulnérables. Problème, c'est quand on se met à émettre des parts privilégiées, c'est très technique, là, j'essaie de ne pas vous perdre, mais quand on émet des parts privilégiées dans une coopérative, on perd le statut à but non lucratif, donc on se met à payer des impôts. Histoire simple, je ne vais pas le complexifier davantage. En utilisant le mécanisme de fiducie, ça nous permettait d'émettre des obligations communautaires. Là, je vais y aller lentement parce que c'est important pour vos projets, je pense. Les obligations communautaires, c'est normalement, si je suis un entrepreneur privé et que je vais chercher de l'argent, je dois fournir un prospectus et l'autorité des marchés financiers doit approuver mon programme de financement, si on veut. Grâce à ça, quand on est un OBNL ou quand on est un sans but lucratif, on peut émettre des obligations communautaires sans passer par tout ce processus-là qui est coûteux, qui est lourd, qui est difficile. Puis on peut aller chercher de l'argent dans la communauté ou auprès des organisations sociales. Ce que ça nous permet de faire, c'est d'aller acheter le terrain rapidement avant les autres entrepreneurs, avant les développeurs immobiliers, puis de se laisser du temps pour développer le projet. Puis là, sans rentrer dans les détails, pour ceux qui sont intéressés à développer de l'habitation innovante à Charlevoix, le défi au début, c'est de trouver le terrain, d'attacher les financements, c'est de donner de l'oxygène. Ça fait que ça, on le fait pour ça. Puis là, on s'est dit, tant qu'à se donner autant de mal, on s'est dit, on va laisser ce véhicule-là pour d'autres projets. Donc, dans le fond, on va créer ça, on va le mettre en place, puis on va offrir la possibilité à d'autres citoyens de notre communauté à partir un autre projet d'habitation, à réserver un terrain pour que ça devienne un parc, à aider un CPE à construire sur un terrain, dans le fond. C'est vraiment ça l'esprit. Ça fait que le volet innovant, on pourrait dire que c'est plein de citoyens qui ont décidé de mettre leur argent en commun pour faire un projet, puis on parle, nous, puis c'est distinctif, on est complémentaires. On n'est pas en compétition, là, on est dans le monde coopératif. Ça fait qu'on offre une autre solution qui n'est pas propriétaire, mais puis bien reste locataire. Donc, on parlait des enjeux en habitation, là, plutôt, je crois, Mme Côté. Bien, il y a à la fois pas beaucoup de maisons, puis à la fois pas beaucoup de locatifs. Mais là, en combinant des idées comme ça, il nous est possible de créer ces deux-là. Et j'espère que j'ai perdu personne dans la salle avec mon explication. En fait, tu as peut-être perdu des personnes. Mais moi, en t'écoutant, en écoutant Maryse, ce que ça me dit, c'est que quand on veut partir des projets, bien, on a
pas le choix à un moment donné d'aller au fond des choses puis d'apprendre les concepts. Parce qu'il faut pouvoir jouer avec ces concepts-là, si on veut, ou avec la réalité, pour pouvoir d'aller plus loin. Fait que pour moi, c'était très important qu'on commence à raconter, bien, c'est quoi une fiducie foncière, c'est quoi une coopérative d'habitation. Là, Gaston, il nous parle, c'est quoi une coopérative de solidarité. C'est peut-être pour certains d'entre vous des choses que vous ne connaissiez pas, mais il faut connaître ces objets-là pour pouvoir être capable de les utiliser et d'aller plus loin. Parce que chacun d'entre vous est allé au-delà des objets que vous aviez, les objets. Alors, Gaston, dans la même lignée que vous, la coopérative de solidarité, c'est quoi pour vous? Puis qu'est-ce que ça a amené de plus par rapport à une autre forme de coopérative ou une autre forme de façon de faire? Une question importante. C'est vital. Une question importante et vitale. Écoutez, je vais essayer de répondre à ça, là, mais quand on plante des choses dans le jardin, on apprécie beaucoup la qualité de la terre. Ça veut dire qu'un fruit, ça pousse selon la bonne terre. Je vous ai parlé tantôt de l'entraide de nécessité dans la population. Il y avait des moyens de favoriser cette entraide-là, cette culture de l'entraide. Et c'est né, je suis obligé de vous dire ça, c'est né des assemblées générales de la Caisse populaire de Racine. La Caisse populaire de Racine était très dynamique et moi, j'avais fait beaucoup de gestion de coopératives avant et je trouvais que les assemblées générales étaient pourries parce que c'était des assemblées générales du CA alors que c'est les assemblées générales des membres. Alors, on a donné la parole aux membres. Et on faisait des ateliers avec des tables partout et chaque fois qu'il se posait une question, bien, on renvoyait ça aux tables puis on réfléchissait. Puis à la fin de chaque rencontre, je demandais pendant une vingtaine de minutes quel est le projet que vous priorisez pour l'année qui s'en vient sur lequel le CA va travailler. Pendant 7-8 ans, et on dit, on veut garder nos jeunes, on veut garder nos jeunes, on veut garder nos jeunes. Et on a réussi, la population de jeunes a monté énormément. Puis à un moment donné, je demande la même chose à l'Assemblée générale, il était à peu près 100, et toutes les tables se sont levées et on dit, on a travaillé beaucoup pour les jeunes, on a réussi, maintenant on veut une maison de vieux pour que nos vieux restent ici puis vieillissent ici. Alors on a travaillé là-dessus. Et pendant l'année d'après, j'ai présenté le projet que la Caisse avait élaboré. Puis, ça exigeait, par exemple, 500 $ de dépôt pour les futurs membres. 80 personnes étaient prêtes à donner 500 $. Puis, on a formé le comité, puis on est parti. Alors, et dans tout le processus de mise en place, on n'a jamais parlé de bénévolat. On a toujours parlé d'entraide. Moi, je n'ai jamais fait une heure de bénévolat dans ma vie. J'ai toujours fait de l'entraide. Les gens fournissaient ce qu'ils pouvaient, puis fournissaient surtout les ressources qu'ils possédaient. Alors, on a fait à Racine, par exemple, et ça a été marquant pendant tout le processus, un livre des savoir-faire. Alors, on a travaillé pour savoir les savoir-faire de la population, chaque personne. Et créer une coopérative, c'est donner une structure légale à l'entraide. Ça veut dire que les gens qui ont des capacités, on les note, puis on les met en œuvre et tout le monde travaille ensemble. Alors, la coopérative, la Brunante, c'est une culture de l'entraide entre la population et les résidents. Alors, les gens de l'extérieur de la population, les membres de soutien, dont ma compagne et moi, nous sommes. Moi, je suis président. Mariette travaille beaucoup pour les aînés, pour le suivi personnel. Puis il y a d'autres membres, dont des jeunes, pour garder la mémoire à long terme. Alors, les membres de soutien, c'est la participation de la population à la gestion de leur maison de vieux. C'est très important parce que la maison, la Brunante, elle appartient à la population de Racine. Et il y a des gens qui passent dedans, qui la gèrent temporairement, mais la Brunante, comme édifice, c'est une propriété gérée en collaboration avec la population et les résidents. Et à l'intérieur, on parle beaucoup de proches entraidants, parce que les gens ont tous des ressources. Il y a très peu de gens qui n'ont rien à offrir. Je pense que ça vaut la peine que je vous conte une histoire.
à un moment donné, pendant une assemblée générale, on avait attribué les tâches. Et les gens prenaient des tâches de toutes sortes, comme racler les feuilles, comme passer la vadrouille dans le corridor. Puis à un moment donné, il y avait toutes sortes de monde. La moyenne d'âge était à une période de 85 ans. C'est pas des flots, là. C'était des gens âgés. J'ai 87 moi-même, alors il faut expliquer que c'est pas tous des jeunes, là. Alors, les gens avaient accepté de prendre des tâches, tout le monde. Mais il y avait une vieille madame qui avait 100 ans. Puis elle n'avait rien pris. Et là, c'est qu'elle se sentait un petit peu mal à l'aise de ne pas contribuer à la vie de la coopérative. Puis là, elle a levé la main, puis c'est une madame qui avait 100 ans, mais qui était verte, là. Elle a vraiment du bagou. Alors, elle a dit tout simplement, moi, je ne peux plus faire grand-chose physiquement. Mais pendant l'année qui vient, pendant l'année de mes 100 ans, je vous promets une chose. Mon rôle, là, ça va être de vous faire rire. Et elle a réussi parce qu'elle était très drôle. Alors, il y a une autre histoire comme ça de madame qui était à la veille de partir parce qu'elle est partie dans les jours qui ont suivi et qui était éminemment fragile. C'était à la fin ou à peu près. Et elle a dit, moi, je fais quelque chose. Je vais reprendre sa voix. Elle dit, moi, je fais quelque chose que vous ne savez pas. Je suis zioteuse. Je m'assois sur mon balcon, puis je regarde les gens passer. Puis je peux vous dire une chose, les gens de Racine, ils nous aiment. C'était merveilleux d'entendre ça, c'était même émouvant. Et là, elle a repris un peu de bagou. Elle a dit, il y avait Victor qui était agronome et qui s'occupait du jardin. C'était lui qui s'occupait du potager avec les autres. Alors elle a dit, à un moment donné, elle a pointé du doigt, elle a dit, toi Victor, t'as des marmottes dans ton jardin. Alors, je veux dire que la coopérative de solidarité, c'est la population de Racine avec les compétences qu'elle a, qui sont complémentaires aux compétences des habitants de la Brunante, qui viennent aider. Et dans le fond, c'est que tout le monde est mis à contribution. Je répète, créer une coopérative, c'est donner une structure légale à l'entraide. S'il n'y a pas d'entraide, ce n'est pas une coopérative. Parce que coopérer, c'est travailler ensemble. Alors nous, on a voulu une coopérative pour que les gens mettent leur capacité en œuvre. Et quand ma compagne Mariette reçoit les gens qui veulent habiter la maison, elle sait que les gens vont habiter la maison, ils viennent pour ça. Mais les premières questions qu'elle leur pose, là, c'est pas la beauté du logement, c'est qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous savez faire? Quelles sont vos capacités? Il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins, mais quelqu'un qui était mécanicien de garage, puis c'est lui qui a attrapé la surveillance de la génératrice, vous comprenez? Alors les gens mettent à contribution leur savoir-faire, ce qui fait que on parle de proche entraidant. Et c'est ça qui fait l'originalité de la survie, parce que les vieux, parce qu'ils sont dynamiques, ils sont mis en œuvre selon tout ce qu'ils savent faire, ils vieillissent moins. Et on peut dire même que la coopération par la mise en œuvre des capacités de chacun des membres de la Brunante qui sont habitants, la coopération est un antidote au vieillissement. Merci. Merci beaucoup, Gaston, pour ces beaux mots. L'approche entraidance, j'avoue que ça, c'est très fort. J'adore ça. Je vais m'en souvenir. On s'en va tranquillement vers la fin du panel, mais évidemment, on ne peut pas vous quitter, vous laisser partir sans que vous nous disiez quels conseils vous donneriez à des gens dans Charlevoix ou ailleurs qui aimeraient reproduire un projet comme le vôtre. Évidemment, aucun projet n'est similaire, on le sait, mais qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux gens ici, si parmi ces gens-là, il y en a qui ont des projets qui ressemblent aux vôtres?
Gaston. On commence par vous. Ça peut être vous autres aussi. Ouais, J'y vais au hasard comme ça, là. non, écoutez, moi j'ai fait le tour du Québec ou à peu près pour donner des conférences, pour démarrer des coopératives semblables. On est allé aux Nations Unies, on a même des gros prix qui s'en viennent, là. Mais c'est au fond, on n'a pas le droit de le dire. Mais écoutez, c'est parce que il est important qu'on ait dans chaque communauté une connaissance des ressources et qu'on soit capable de mettre les gens en œuvre. Il y a Nelson Mandela, qui était le président d'Afrique du Sud, puis qui a passé 25 ans en prison, et qui disait que la phrase la plus importante dans le développement humain, c'est d'être capable de dire « Viens m'aider, j'ai besoin de toi ». Alors, dans chaque communauté, on doit le plus possible être capable de connaître les ressources. Et moi, j'ai demandé à tellement de monde de venir m'aider parce que j'avais besoin de moi, ou viens nous aider, nous avons besoin de toi. Je n'ai pas vu souvent le gens refuser parce qu'on devient des partenaires. On ne fait pas du bénévolat en regardant en terre, on prend les gens tels qu'ils sont, puis on partage. On est à un niveau égal, on est des partenaires. Alors, développons du partenariat chez nous. Et on va pouvoir réaliser des choses fantastiques. Alors, quand on a la première réunion du premier CA de le comité organisateur, la première phrase que j'ai dite, nous allons travailler sur un projet passionnant, mais nous allons travailler dessus comme si nous-mêmes, nous devions y habiter. On n'a jamais travaillé pour les autres, on a tous travaillé pour nous-mêmes, pour réaliser un milieu de vie passionnant dans lequel on va être engagé. Donc, il est important de découvrir le respect pour ce que les autres sont. Et au lieu de chercher des bébites, là, chercher le positif de chacun. Ça me paraît le plus fondamental du développement des communautés, développer une attitude optimiste sur l'humain, sur l'humanité, puis aller chercher chez les individus ce qu'on trouve de positif, le mettre ensemble, puis bâtir ensemble, puis fêter ensemble. Alors, pour moi, le truc principal, c'est le respect pour les individus et de découvrir leurs capacités et de les mettre à l'œuvre. Ça me paraît la recette la plus efficace puis la plus prometteuse. C'est vrai, ça. Tout ça, et je reprends un autre élément que vous avez mentionné tout à l'heure, la coopérative est un moyen de... comment vous avez dit ça? Créer une coopérative, c'est donner une structure légale à l'entraide. Créer une coopérative, c'est donner une structure légale à l'entraide. C'est tellement important, ça. C'est pas une coopérative, c'est pas une bâtisse. C'est un groupe de monde. Une coopérative, c'est pas une bâtisse, c'est pas un service, c'est un groupe de personnes qui travaillent ensemble. Coopérer, ça veut dire travailler ensemble. Alors, au fond, c'est tellement essentiel de revenir à la source de la collaboration humaine. Puis quand on travaille ensemble, nous autres à Racine, on a l'habitude, après, de s'asseoir, de manger ensemble. On invitait les gens à manger chez nous pendant la construction du marché. Mariette faisait de la cuisine avec les femmes du village, puis on amenait tous les travailleurs manger chez nous. Puis là, on prenait une bière, on avait du fun, puis on repartait travailler. Mais je veux dire, la soudure, la cohésion créée par le plaisir d'être ensemble quand on travaille. Alors, il n'y a pas de pensée magique. Il faut travailler pour construire des communautés vivantes, puis ça se fait dans le respect pour les capacités des gens en les mettant ensemble. Et quand on dit que la brunante, c'est, comment je dis ça donc, de l'entraide collective, non, c'est des proches entraidants. La coopérative, c'est des proches entraidants, puis on fait du soutien à domicile collectif. Une autre notion importante, on fait du soutien, pas individuel, mais du soutien collectif, parce que les gens ne sont pas tout seuls, les gens ne s'ennuient pas. On a même fait étudier à l'Université de Sherbrooke, on parlait beaucoup de lutte à la maltraitance depuis toujours,
Mais nous, avec l'Université de Sherbrooke, avec ce qu'elle a vu à la Brunante, on parle plus de lutte à la maltraitance, mais de promotion de la bientraitance. Vous comprenez? C'est différent un peu, hein? Alors donc, je pense que nous, c'est pas ça parce qu'on est meilleur que d'autres, me semble pas, mais tout simplement, on a essayé de fonctionner selon le désir de la population qui avait les lieux pour s'exprimer. Et maintenant, on évolue rapidement parce que les gens ont la capacité de partager, parce qu'ils ont confiance en eux-mêmes, parce qu'ils sont respectés. Il y a une petite phrase, M. Michaud, que je m'excuse de prendre l'animation. Tu prends du temps sur ton temps, là? C'est correct. Je suis à l'aise avec ça. Monsieur Michaud, il y a une petite phrase que vous dites, là. Des fois, il y a un verre de vin, là, puis il y a une petite phrase que vous dites. C'est quoi cette petite phrase-là? La soudure? Non, par rapport au petit verre de vin qu'il y a le soir, là. Tu sais, des fois, il y a du vin au souper. C'est-à-dire que moi, j'aime ça parce que dans le fond, je suis un travailleur physique moi-même et je dis toujours que dans la vie, il y a des rêves, des beaux rêves, puis il y a aussi des tricoteurs de rêves. Alors, respectez beaucoup les manuels. Les gens qui des manuels, habituellement, sont des penseurs, puis des gars de réunion, mais s'il n'y a pas de tricoteur de rêve, là, il n'y a pas grand-chose qui se bâtit. Il y a quelqu'un qui disait les rêves prennent forme les rêves prennent forme quand ils endossent leur habit de travail. C'est beau, hein? C'est pas moi qui l'ai fait. Les rêves prennent forme quand ils endossent leur habit de travail. Alors, moi, dans le fond, dans les constructions sur lesquelles j'ai travaillé, les travailleurs manuels qui ont eu chaud, qui sont sales, etc., ils méritent de s'asseoir un moment, puis de parler, puis de se trouver bon, puis de trouver que c'est beau ce qu'ils ont fait dans la journée. Alors, mais la construction d'une... Comment? Et c'est ça, prendre un verre de vin, la récompense pour toutes sortes de choses. Et même, un petit peu. Je le savais qu'elle ne serait pas capable. Allez-y. Non, mais je veux dire, pendant les fêtes, on a toujours donné un cadeau. Puis moi, je fais le Père Noël, puis j'ai un plaisir, parce que je peux dire n'importe quoi comme Père Noël, ils ne peuvent pas m'en vouloir. mais les années passées, on donnait des cadeaux à tout le monde, une bouteille de vin, du chocolat, etc. Puis c'était bien plaisant, puis ils le recevaient avec plaisir. Mais cette année, on a fait quelque chose d'exceptionnel. C'est qu'on a passé une feuille à tous les résidents. Et sur cette feuille-là, il y avait le nom de tous les résidents. Alors, chaque résident avait une feuille sur laquelle il y avait le nom de tous les résidents. Et les résidents, qui n'étaient pas sur la feuille, là, écrivaient la qualité marquante de chacun de leurs compagnons d'habitation. Alors, chacun recevait une qualité marquante, celle qui était le plus remarquée. Pas un défaut, là, les qualités. Et là, on a fait des cartes de Noël avec ça, avec un beau ruban, puis des fleurs, etc. Puis on a remis ça comme cadeau de Noël à chaque personne, la remarque positive de tous les résidents de la maison. C'est fantastique. On dirait que la mentalité a changé. Les gens ne cherchaient plus les bébites, ils regardaient les autres avec leur regard plus. Et je pense que c'est des approches d'humanisme, de respect pour l'humanité, et autant quelqu'un qui est méchant peut détruire, autant quelqu'un qui exprime de la bonté humaine peut construire un monde différent. Merci beaucoup. Là, il y a Pierre qui me regarde, il dit, mais il faut quand même que je pose la même question à nos deux autres panélistes. Faites comme il dit. Non, mais c'est vrai. Marie, c'est quoi le conseil qu'on donne à des gens qui veulent démarrer, qui voudraient démarrer des coopératives de propriétaires? Bien, rapidement, ce que j'ai envie de dire aux gens, là, c'est armez-vous de patience, entourez-vous de patience et de relève. Entourez-vous d'une équipe qui est forte, puis prenez soin les uns des autres, parce que pour que vous ne tombiez pas tous en même temps. Hein? Fait que comme ça, si jamais il y en a un qui tombe, il y a de la relève. Puis gardez un équilibre aussi entre le rêve et la réalité. Ça prend du rêve,
puis ça prend de la réalité. Fait que c'est d'essayer de garder cet équilibre-là, parce que c'est comme ça que les rêves se réalisent. D'avoir des vêtements assez larges aussi, comme le disait, pour pouvoir faire vivre ses rêves. Merci beaucoup, Maryse. Thomas, tu as le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on donne comme conseil à des gens qui voudraient démarrer des coopératives d'habitation avec fiducie foncière et tout ça? Première chose, on a un proverbe similaire dans notre coop, c'est « Tout le monde veut faire la révolution, mais personne ne veut faire la vaisselle ». Ça fait que c'est vraiment ça. Puis c'est pour ça qu'on s'appelle Dorimen. Parce que, comme il l'avait mentionné Luc au début, Dorimen, c'était la femme dans l'ombre qui gérait les caisses, pendant qu'Alphonse, lui, il faisait la belle vie à Ottawa, tu sais, dans le fond. C'est un petit extrait de la vie et l'histoire coopérative. Puis, dans le fond, c'est ça, Dorimen, c'est plein de gens comme ma conjointe qui est dans la salle, Florence, qui, le soir, à 20h, à 21h, elle ouvre son ordinateur, puis elle fait la comptabilité, puis on écrit les courriels, puis on fait tout le travail moins glamour. Puis c'est ça que je voulais vous dire, il y a un truc, là, rapidement, c'est qu'on a tendance, c'est pas juste dans les projets d'adaptation, mais dans les projets collectifs, puis je pense que mes deux collègues, ils le font bien valoir, là, on laisse aller l'aspect vie associative ou humain ou relationnel, puis on le néglige, puis on est axé des fois sur comment on va procéder ou sur le résultat, mais d'établir, de communiquer les malaises, de bien établir comment on va fonctionner, puis de cultiver la confiance puis la bienveillance dans un groupe, parce qu'il va y avoir plein de surprises, il va y avoir plein de difficultés, il va y avoir de l'argent en jeu, il y a des gens qui vont passer à travers des moments plus difficiles, puis de cultiver ça, là, ça va être vraiment essentiel dans tous vos projets, là, je crois. C'est ça. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup, beaucoup. Patience, bienveillance et respect. Finalement, c'est des soft skills, hein? C'est les compétences douces qui font qu'on réussit. Donc, c'est vraiment important. Avant de vous laisser, je veux quand même prendre quelques secondes pour vous dire, là, il y a le livre de M. Michaud, Gaston Michaud, qui est intitulé « On ne transplante pas un vieil arbre ». C'est l'histoire de la Brunante, une des histoires de la Brunante, parce que je sais qu'il y a d'autres livres, il y a d'autres histoires. Puis, c'est publié à l'Observatoire estrien du développement des communautés. Donc, si vous avez envie de vous le procurer, bien, j'imagine qu'il se trouve, j'espère qu'il se trouve dans des bibliothèques ou dans des librairies indépendantes ou communiquer avec M. Michaud pour vous le procurer si vous avez envie de lire une histoire inspirante. Donc voilà, on termine le premier panel. On a un autre panel tout aussi intéressant qui commence dans quelques instants. Le temps que les gens, si vous avez besoin d'aller au petit coin ou faire quelque chose, bien, on y va vite puis on revient. Merci.